Bonjour à toutes et à tous. Je suis Cécile Vidal, directrice d'études à l'EHESS, spécialiste des empires coloniaux, de la traite et de l'esclavage. Et j'ai le plaisir de présider la première séance de ce colloque intitulé « De la colonie de Saint-Domingue à la République d'Haïti ». Nous allons entendre successivement 3 interventions et je présenterai à chaque fois les intervenants. Et nous allons commencer avec la présentation de Dominique Rogers de l'Université des Antilles. Elle est maîtresse de conférences à l'Université des Antilles et membre depuis sa fondation du Centre international de recherche sur les esclavages. C'est une spécialiste d'histoire caribéenne qui a surtout travaillé sur la partie française de Saint-Domingue, mais qui s'intéresse aussi aux Petites Antilles et à la Guyane. Outre sa thèse sur les livres de couleur dans les capitales de Saint-Domingue, qui est certainement l'une des thèses sur Saint-Domingue les plus citées de part et d'autre de l'Atlantique, elle est l'auteure de nombreux articles et chapitres et de plusieurs ouvrages collectifs qu'elle a dirigés ou co-dirigés, et notamment Voix d'esclaves en 2015 et Libre après les abolitions en 2020. Très impliquée dans la valorisation de la recherche, elle a aussi coordonné pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage le livre blanc sur la recherche française sur les esclavages qui a été remis au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche le 30 avril dernier. Donc Dominique va présenter une intervention intitulée « Saint-Domingue à l'aube de la Révolution ». Bonjour à tous. L'aube de la Révolution, l'aube dans un contexte tropical est une notion un peu fugace, si je puis me permettre, dans la mesure où effectivement on passe en quelques minutes de la nuit au jour. Et donc effectivement, mon propos ne sera pas de travailler sur une présentation juste dans les quelques minutes qui ont précédé la révolution, la révolte de 1791, mais d'essayer de vous faire une présentation de la situation dans les années 1780-1790 et potentiellement légèrement avant la révolte de 1791. Il s'agira dans un premier temps de revenir sur quelques éléments de cadrage pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas très familiers avec la localisation de la partie française de Saint-Domingue, quelques éléments démographiques et économiques pour avoir une idée de l'importance de cette colonie pour la France. Et dans un deuxième temps, je m'attarderai plus spécifiquement sur les tensions qui sont finalement internes aux différents groupes de la société domingoise à la veille de la révolution, de la révolte et plus largement de la révolution. En effet, cette révolution haïtienne n'est pas simplement une révolution d'esclaves, comme on le perçoit souvent, c'est une révolution qui naît finalement des confrontations, tant des points de vue divergents des uns et des autres, des esclaves, des libres de couleur et des blancs. C'est cette impossibilité finalement de se rendre compte, de faire peuple et de se lier les uns aux autres, qui explique sans doute à la fois le déclenchement de 1791 et le succès ultime de 1804. Alors quelques éléments de cadrage géographique. Donc, la colonie française de Saint-Domingue est située dans les Grandes Antilles, dans la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, aujourd'hui séparée entre Haïti à l'ouest et la République dominicaine. Elle s'étend sur un territoire, pour vous donner une idée, qui est 27 fois plus grand que la Martinique, dans les Petites Antilles, 3 fois plus grande que la Jamaïque, dans les Grandes Antilles, et 4 fois plus petite que Cuba. Juste pour avoir une idée de l'espace dans lequel nous parlons. Elle est divisée en 3 parties nord, sud et ouest, qui sont inégalement développées et qui sont socialement contrastées. Dans le temps qui m'est donné, il n'est pas possible de rendre compte, sinon de manière très ponctuelle, des différences qui sont pourtant extrêmement importantes dans le processus révolutionnaire, mais Manuel nous en parlera, je pense, tout à l'heure. Quelques éléments sur l'importance
de ce qu'on appelle à l'époque la perle des Antilles et qui est finalement le fleuron de l'empire colonial français. Quelques chiffres: premier producteur mondial de sucre, premier producteur mondial de café, troisième producteur mondial de coton suivant les années, premier producteur mondial d'indigo dans les années 1770, première destination des navires négriers français, entre 80, parfois même presque 98% des ventes y sont faites. Première destination du commerce en droiture, c'est-à-dire ce commerce qui fait notamment la richesse de Bordeaux et qui fournit aux colonies des biens de consommation alimentaire, la morue, le vin, les alcools, l'huile, le fromage, les textiles, les productions de toile, les dindiennes, enfin tous les accessoires de mode, mais ainsi que tous les outils qui permettent la transformation de la canne en sucre et les céramiques de raffinage, etc. Et plus largement, effectivement, en métropole. Voilà. Pourquoi le sucre, le café, ça peut nous paraître modeste, peu important finalement aujourd'hui. Mais le sucre, rappelons ce mot de Jean Meyer, c'est l'équivalent du pétrole au XVIIIe siècle. C'est donc effectivement une donnée absolument fondamentale du commerce mondial. Et il importe de noter que nous sommes dans un contexte où les habitudes alimentaires des Européens ont changé. Ils consomment désormais du café, du thé, du cacao, et tout ce produit se consomme extrêmement sucré. C'est donc effectivement un élément majeur de l'économie mondiale dont il s'agit lorsque l'on parle du sucre. Un mot encore, si l'on parle de première destination des négriers français, ce sont à peu près 80% des captifs africains importés par les négriers français qui arrivent à Saint-Domingue et non pas dans l'ensemble des Antilles. Soit 28 000 personnes par an à partir des années 80, 40 à 45 000 en 1790. Donc c'est véritablement une machine de guerre, un fleuron extraordinaire du commerce colonial français. Et si l'on changeait d'échelle, pour David Gégus nous le rappelle, c'est 40% de l'ensemble du commerce transatlantique mondial qui est vendu à Saint-Domingue entre 1784 et 1790. Ces chiffres sont importants parce qu'en 1825, c'est sur cette réalité-là, c'est sur ce souvenir-là que la dette, le montant de la dette est calculé, le montant de l'indemnité est calculé, et que donc c'est sur cette vision, c'est sur ce rêve de prospérité qui semble infini qu'effectivement l'indemnité sera calculée selon des modalités spécifiques sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Dans les années 1780, donc Saint-Domingue est à l'apogée de son dynamisme économique, et contrairement à ce que Tarade ou Madame Tézier ont pu estimer, les contemporains pensent que cette prospérité ne cessera pas qu'on peut en être encore plus importante, et les métropoles, de nombreux en témoignent, des investissements extrêmement importants à la fin dans ces années 1780, avec notamment, on connaît l'étude de Madame Tézier sur la compagnie Rombert et Babs, mais aussi celle d'Alban Forestier, sur les Chorans de Nantes. Donc on a des investisseurs français qui croient à cette prospérité économique fabuleuse et en extension. Un seul chiffre, l'entreprise, la compagnie des Chorans à Nantes, dans les années 1767 à 1784, fait des profits de l'ordre de 64%. Alors qu'on est sur 10% dans des rendements ordinaires. Quelles sont les tensions qui effectivement qui innervent cette société domingoise? Évoquons peut-être d'abord le premier groupe, celui qui est effectivement à la tête de la société, qui sont les populations blanches, qui en termes de nombre ne sont que 6% de la population totale, à peu près 30 000 personnes, 27 000 dans les années 1788. J'avais donné un petit chapitre, quelques éléments chiffrés, là encore. Vous voyez tout de suite, 1788, presque 455 000 esclaves, 27 000 blancs, 21 800 libres de couleur. Soit c'est le plus gros groupe de colons dans l'ensemble de l'Empire, le plus gros groupe de libres de couleur et le plus gros groupe, la plus grosse concentration d'esclaves en 1788.
Les colons blancs de Saint-Domingue sont effectivement sont à la tête de la société et dans les années 1780 ont sans doute le sentiment d'être tenir le haut du pavé. Ils sont très présents à la cour, installés en France pour les plus riches et conscients de cette proximité ont sans doute le sentiment qu'ils peuvent de manière imposer leur vision du monde à la cour. Au début de la Révolution, la situation est un peu différente, puisqu'effectivement, le pouvoir du roi est moins important, mais c'est alors dans le cadre du club Massiac qu'il forme un lobby colonial qui va tenter tout au long, en tout cas les premières années de la Révolution, d'imposer là encore sa vision du monde et sa manière de faire. C'est néanmoins un groupe hétérogène, comprenant à la fois des Européens et des Eurocréoles, mais également des grands blancs et des petits blancs dont les intérêts économiques et sociaux sont divergents, notamment dans leur rapport aux libres de couleur. Les grands blancs sont parfois plus proches des libres de couleur, dont une partie sont des affranchis qui sont en fait d'anciens esclaves et donc des clients avec qui ils ont des relations privilégiées, mais aussi parfois leurs propres enfants, d'où forcément des relations de proximité. À l'inverse, pour les petits blancs, les libres de couleur sont souvent des rivaux économiques, notamment en ville, et donc effectivement les relations sont souvent plus crispées. Élément de faiblesse pour la voix des grands blancs, c'est qu'ils sont majoritairement absentéistes et donc n'ont pas les moyens d'imposer leur vision du monde dans la colonie. Ce qui là encore sera ce qui sera un élément en faveur des petits blancs qui vont donner le tempo de la Révolution dans les premières années et sans doute infléchir son cours de manière majeure. En termes globaux, en termes groupe et au niveau politique, les Blancs de Saint-Domingue sont marqués par un fort sentiment d'autonomie, une volonté autonomiste. On ne parle pas d'indépendance à ce stade avant la Révolution, mais effectivement d'un désir. Ils sont attachés au libéralisme économique, à la possibilité de disposer d'esclaves en grand nombre, à bas prix, avec des conditions de crédit intéressantes. Ils souhaitent aller plus loin que l'exclusif mitigé qui a été mis en place dans les années 1783. Ils sont également favorables à l'autonomie de gestion au quotidien et leur modèle de référence est alors ce qui se passe dans les colonies britanniques. Ils sont très hostiles à toutes les tentatives d'ingérence de l'État monarchique dans leurs affaires. Ils ne parlent que du despotisme ministériel. Ils s'opposent aux ordonnances de 1784 et 1785 qui visent à améliorer la condition des esclaves, offrant à ces derniers la possibilité d'obtenir le soutien de la justice en cas de sévices majeurs. Ils s'opposent également à la décision de 1787 de dissoudre le Conseil supérieur du Cap, qui était perçu pour beaucoup finalement comme un lieu de pouvoir, un lieu d'interprétation de la loi au travers de la jurisprudence. Même s'ils sont conscients, comme les colons des Antilles britanniques, qu'ils ont besoin de l'État français, ou en tout cas d'un État avec des troupes militaires pour les protéger des esclaves, eh bien, effectivement, ils ont un fort désir d'autonomie par rapport à la France, et seraient sans doute prêts pour beaucoup à accepter un protectorat anglais. Du côté des esclaves, les esclaves sont le groupe le plus nombreux. Je disais 405 564 personnes en 1788. Ils sont déjà un demi-million en 1789. Donc on est sur un groupe en très forte croissance, marqué par une forte proportion d'Africains. Entre 1784 et 1790, on a 220 000 captifs africains qui arrivent à Saint-Domingue. Plus de 20 000 par an, 45 000, je le disais, en 1790. Ce sont, et c'est important, John Thornton l'a montré, ce ne sont pas des paysans radiés dans la campagne, des enfants défense. Ce sont pour la plupart des anciens prisonniers liés aux guerres du Congo. Ce sont des hommes jeunes, ce sont des militaires défaits, mais ce sont des militaires tout de même. Et ça n'est pas sans incidence dans la suite des événements. On ne les voit pas, ils ne sont pas présents en termes de révolte ou dans le paysage de Saint-Domingue dans les années 80, en tout cas avant 1791. Sans doute essaye-t-il de s'adapter, on connaît la forte mortalité à l'arrivée à Saint-Domingue,
Mais néanmoins, ils apparaissent, ils sont à l'origine de communautés spirituelles africaines qui sont autant d'espaces de résistance, d'abord de sociabilité, mais d'espaces de résistance aux conditions de travail extrêmement dures dans ce Saint-Domingue de la fin des années 1780. Les historiens débattent sur cette dureté. D'aucuns affirment que finalement, et notamment David Guégus, que la situation des esclaves n'est pas pire avant la Révolution. Le grand débat, c'est de savoir pourquoi elle réussit, cette révolte de 1791. Pourquoi est-ce que le processus s'enclenche? Selon David Guégus, elle ne serait pas pire, pas pire qu'à d'autres moments, et il allègue notamment le développement du café et du coton, qui sont des cultures beaucoup moins dures que le sucre qui tue les hommes véritablement. Le développement de ces activités extrêmement importantes fait qu'une partie notable travaille dans des conditions qui sont moins difficiles. D'autres, tels Trevor Bernard ou John Garrigus, insistent à l'inverse sur le fait qu'après la guerre d'indépendance, eh bien, au contraire, on a notamment dans la partie nord le choix de travailler de manière d'épuiser les hommes, d'en tirer le maximum, de réduire les possibilités, les espaces pour soi. On diminue les espaces vivriers pour effectivement faire encore plus de sucre, et effectivement gagner encore plus d'argent sur les dos des Noirs. On est prêt, effectivement, on n'investit plus dans la fécondité, on investit sur le fait que les esclaves arrivent de manière extrêmement importante, pour un prix important, mais qui va être compensé parce qu'ils vont permettre de rapporter. Autre condition qui peut-être rend plus difficile finalement la condition des esclaves, c'est sans doute effectivement le fait que beaucoup de plantations sont gérées par des gérants, dont tous les témoignages illustrent le fait qu'ils détournent le travail des esclaves à leur profit, et que donc ils usent encore davantage des esclaves pour leur intérêt personnel. Et donc ça renforce cette idée qu'effectivement on a des conditions, une péjoration des conditions de travail à la fin du XVIIIe siècle. Pour autant, et alors que nous avons le sentiment que tout est là déjà, eh bien effectivement, force est de constater que cette population servile-domingoise, pendant tout le XVIIIe siècle, elle est beaucoup plus sage, j'allais dire, que la population jamaïcaine. Les historiens se sont posé la question du pourquoi. Certains notent, comme Caroline Fick, qu'effectivement il y a une augmentation des grèves dans les années, ou plus exactement des refus d'aller travailler dans le monde sucrier par les esclaves des caféières et des cotonnières. Elle insiste sur l'importance du marronnage qui effectivement se développe, et quand on regarde les affiches américaines, on voit l'importance du phénomène pendant toute la période. Pour autant, on n'a pas de grande révolte, et à l'inverse, David Guégus insiste sur le fait que ce marronnage, que les grandes communautés marronnes de plusieurs centaines d'esclaves qu'on voit dans les années 1770, elles ont disparu dans les années 1780. Et pour lui, le marronnage, finalement, joue un rôle, mais plutôt dans le fait que cette soupape de sécurité, elle disparaît dans les années 1780, et que les esclaves, qui sont peu nombreux à pouvoir utiliser la manumission, l'essentiel, ce sont les femmes, ce sont les enfants métis qui en bénéficient, sauf dans la partie nord où il y a pas mal de nègres libres qui sont, d'affranchis africains ou créoles qui sont affranchis. Les soupapes de sécurité se réduisent de plus en plus et créent finalement peut-être le besoin d'autres alternatives, l'impossibilité des alternatives traditionnelles. Dernier point. On va essayer de rester dans les temps, ça va. Le troisième groupe sur lequel je voulais m'attarder, ce sont les libres de couleur. Ils ne sont, selon les chiffres officiels, que 5% de la population totale, et on se dirait que finalement c'est peu de choses. Mais on le sait, dans la Révolution haïtienne, Toussaint Louverture, affranchi dès 1773, Jean-Baptiste Bellay, Jean-Baptiste Mills, Julien Raymond et tant d'autres ont été des acteurs majeurs du processus. Je l'ai dit, ce n'est pas qu'une révolution d'esclaves, c'est aussi une révolution de libres de couleur. Et c'est de l'union de ces deux groupes qu'est né sans doute l'État haïtien. C'est un groupe composite. Le terme libre de couleur n'est peut-être pas familier à tout le monde. Il désigne des Noirs ou des Métis libres de naissance ou par affranchissement.
Mon collègue insistait tout à l'heure beaucoup sur la majorité de métis. C'est vrai pour le sud et l'ouest, mais dans le nord de Saint-Domingue, les nègres libres sont extrêmement nombreux. Et le groupe augmente autant en termes d'affranchissement par des nègres libres que par des métis. Ce groupe a connu une très forte augmentation au XVIIIe siècle. Pas simplement une augmentation numérique, mais surtout une montée en puissance économique extraordinaire. On est si une majorité sont des affranchis de petits, de gens qui vivent de peu, on connaît parmi eux à la fois une minorité de libres de couleur qui sont des grands propriétaires terriens, caféiers, indigotiers, disait-on dans le passé, mais ils sont en fait aussi sucriers. Et certains sont millionnaires, ils ont des centaines d'esclaves. On n'est pas dans des petits groupes de gens qui n'ont pas les moyens de leur politique, comme on l'a dit pendant longtemps. On est sur des gens qui sont riches et qui veulent, quelque part, la place qu'ils estiment méritée par leur efficacité, par leur richesse. Saint-Domingue, on le perçoit, on ne voit que le côté racial, le fait que la couleur est déterminante. Mais c'est une société du Nouveau Monde où l'efficacité est aussi importante, où la richesse est un critère de hiérarchie sociale. Les libres de couleur, ces libres de couleur ont réussi à obtenir cette richesse et demandent à obtenir plus, à obtenir l'égalité politique. Ce mouvement, il est là dès avant la Révolution. On évoquera 3 moments. Autour de Julien Raymond, ce qu'on appelle le groupe d'Aquin, où on a des libres du Sud, d'Aquin, d'Écailles, mais aussi de Port-au-Prince, de Saint-Marc, qui vont jusqu'à demander l'application du Code noir et l'égalité avec les Blancs. Ils se battent dans les années 80 pour les plus riches, pour les plus métissés, en disant pour obtenir la fin du préjugé de couleur et donc l'égalité civile, à défaut de politique à ce moment-là. Pour les autres, nous n'avons pas beaucoup d'éléments qui nous disent ce qu'ils veulent, mais tout de même, dans les années 1770 et pendant la guerre d'indépendance américaine, la demande du roi d'avoir des volontaires qui vont au soutien des insurgents américains s'accompagne de discours de la part des libres de couleur qui très clairement veulent utiliser cette opportunité pour se couvrir de gloire bien sûr, mais montrer qu'ils sont de bons sujets du roi auxquels on peut faire confiance. L'idée c'est d'augmenter leur capital social et donc d'arriver à obtenir toujours la reconnaissance sociale et la fin des libres de couleur. Parmi eux, les gens du Cap, les nègres libres du Cap, une fois de plus, sont extrêmement présents. Dernier moment, le tout début de la Révolution, dans les années 1789 et 90, nous prouve une fois de plus le désir des libres de couleur d'être présents, d'être dans le débat. Je ne l'ai pas dit, ils connaissent, malgré une montée en puissance extrêmement importante, montée en puissance économique, malgré effectivement l'égalité en justice, ils connaissent des discriminations professionnelles, sociales, des vexations qui créent des crispations importantes. Et donc ce combat qu'ils mènent dans les années 1770 et 1780, puis finalement 1789, effectivement, montre clairement qu'ils désirent une place dans le système, obtenir des délégués aux États généraux, rédiger des cahiers de doléances, avoir une place à l'Assemblée de Saint-Marc. Ce petit groupe, qui nous paraît peu important en nombre, est sans doute d'autant plus important dans la société domingoise que les Grands Blancs ne sont pas là. Ils ont donc la possibilité de peser dans le débat avec le prestige pour les plus riches de l'action qu'ils ont menée. Ils sont audibles parce que les années 80 voient aussi, à la suite des démarches de Julien Raymond, toute une série d'enquêtes pour mettre fin aux préjugés de couleur. L'enquête est négative en 1788, mais on voit bien que la société, et si j'en avais le temps, on verrait que bien de ces règlements discriminatoires ne sont pas appliqués. Ce qui apparaît très clairement, c'est qu'effectivement, on a des gens qui veulent monter, des gens qui sont discriminés, et qu'une partie de la population est prête à accueillir. On connaît le cas de Ferrand de Baudière, qui écrit la pétition des libres de couleur pour être représenté dans la colonie. Il y a, dans ce moment, 1789-1791,
On a effectivement, dans ces années 80, on a une situation qui est en quelque sorte paradoxale. D'un côté, on a une société une colonie qui est perçue comme la plus riche du monde, qui rapporte énormément d'argent sur un système esclavagiste qui tue des hommes de manière massive. Et une société qui effectivement est travaillée par des aspirations différentes au sein des différents groupes qui la composent, et qui ne parvient pas à avancer et à prendre en compte les aspirations différentes. Nous avons là tous les éléments qui expliquent. Tous les éléments, tous les acteurs sont là et tous les éléments sont là pour que la révolution puisse se produire. Merci.